C'était l'une des priorités du président ivoirien réélu pour un troisième mandat. Alassane Ouattara avait appelé son Premier ministre à prendre son délai long avec l'opposition politique afin d'échanger notamment sur les réformes à apporter à la CEI, la Commission électorale indépendante ivoirienne. Visiblement, le Premier ministre a fait le nécessaire puisque les deux camps ont ce lundi repris le dialogue. Pouvoir et opposition se sont rencontrés en vue des législatives portant au-delà de la réforme de la commission électorale sur la libération également des hommes politiques écroués. Un de ces derniers, Maurice Kakou Gikawe, numéro 2 du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, principal parti d'opposition, a été évacué vers Paris dans la nuit de samedi à dimanche pour raisons médicales. Quels sont les préalables à la tenue de ce dialogue franc et sincère? Le consensus autour de la CEI est-il possible? La libération des prisonniers est-elle la solution dans un état de droit? Quel sort doit être réservé à ces prisonniers-là? Côte d'Ivoire, reprise du dialogue, pouvoir-opposition, les préalables au retour de la paix remplis. C'est le thème de l'émission du jour. Bienvenue à chacun, bienvenue à tous. À nos côtés aujourd'hui, deux confrères. Josper Zouanago, bonjour. Bonjour, cher frère. Bonjour, téléspectateurs de SK TV. Voilà, vous êtes journaliste, consultant média. Face à vous, Alphonse Moïse Soudé, bonjour. Bonjour à vous, chers confrères. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Voilà, vous êtes journaliste, analyste politique. Le plaisir de voir, messieurs. Alphonse Moïse Soudé, on croyait que ce serait peut-être des promesses vaines ou des propos politiques, mais visiblement l'opposition et le pouvoir ont pris langue, on va dire une semaine après l'investiture du président Alassane Ouattara à un troisième mandat. Non, vous savez, c'est ça le défaut des pays africains. Il a fini d'avoir son troisième mandat, il s'est vu installé dans le fauteuil présidentiel. Maintenant, il tend la main à l'opposition. À quelle fin? À quelle fin, vu qu'une partie de l'opposition lui conteste le troisième mandat, lui reproche de s'être octroyé le troisième mandat. Maintenant qu'il a eu le troisième mandat, il a prêté serment, il a invité ses copains présidents africains. Maintenant, il va faire quel dialogue, quelle réconciliation? Parce que le problème, c'est bon de professer qu'on fait de la réconciliation, mais qu'est-ce qu'on propose? Parce qu'il ne faut pas que l'on trompe tout le monde pour dire, bon, moi j'ai eu la présence d'esprit, j'ai initié le dialogue national pour la réconciliation. Ce sont les autres qui ne sont pas venus. Je crois qu'il va falloir que le président Ouattara joue franc jeu avec ses compatriotes parce qu'il y a beaucoup de plaies qui sont restées sans être pensées. Il y a beaucoup de difficultés. Alors, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train, on va dire, de plonger dans le mandat 3. On va dire ici, aujourd'hui, le régime et l'opposition sont en train de discuter de préalables pour notamment des réformes au sein de la CEI. C'est quelque chose qu'il faut saluer. Oui, tout à fait. Bon, mais ceci n'est pas dû au fait, au bon vouloir simplement de Ouattara. Il faut se rappeler, il y a eu, par exemple, les interventions des autorités françaises, il y a eu l'ONU, il y a la CEDEAO qui avait souhaité fortement qu'il y ait un dialogue politique qui puisse gommer les difficultés que connaît le pays depuis un certain nombre de temps. Et n'oublions pas aussi qu'il y a eu cette suspension, parce que le dialogue a été suspendu en novembre. Mais je rejoins un peu mon vis-à-vis pour dire que c'est dommage, c'est un paradoxe en Afrique où on va contre les règles établies en établissant de nouvelles règles, et puis on fait la sourde oreille à toutes les interventions et on fonce dans le mur. Et lorsqu'on obtient ce dont on a vraiment besoin, dans le cas d'espèce, c'est-à-dire de l'élection présidentielle, Ouattara a fini de se taper un troisième mandat, et là maintenant il ouvre les portes du dialogue. Ça pose un autre problème. Ça pose le problème de la fidélité ou de l'éthique en matière de politique. Parce que lorsque l'on a le pouvoir, on a l'armée, on a les forces publiques à sa disposition,
Ce qu'on constate aujourd'hui sur les tropiques, c'est qu'on en abuse, on impose son dictat au peuple, c'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et puis, suivez mon regard, c'est à presque de choses près ce que nous avions vécu ici. Lors des législatives, par exemple, la communauté, je suis tenté de dire la communauté internationale, c'est-à-dire les gens sont venus de partout, les organisations régionales sont intervenues pour demander à ce que les élections puissent s'organiser de façon inclusive. Ça n'a pas été le cas. Et juste après, vous avez vu ce qui a suivi. Donc, c'est pratiquement le modus operandi aujourd'hui de certains chefs d'État qui préfèrent peut-être en imposer un mandat supplémentaire ou imposer un certain nombre de... souvent sous des chapiteaux dits de réforme. Et donc c'est ce qui se passe en ce moment. Ouattara n'a plus trop de choses à perdre. Il s'est déjà offert son 3e mandat, préparé maintenant les législatives. Bon, qu'advienne que pourra. Donc, qu'à un carrant, ils vont au dialogue. Et là aussi, s'il y en a qui ne veulent pas suivre la vague, ils se verront dans le rang des mécontents. C'est ce qui se passe et à peu de choses près. On note ça désormais dans certains pays en Afrique. Alors, Alphonse Pouissoudé, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on a une opposition qui avait, on va dire, choisi le chemin de la contestation de l'élection, de la contestation du mandat 3. On a parlé de désobéissance civile. On a fait rentrer des gens dans la rue pour s'opposer, notamment aux forces de défense et de sécurité. Mais l'opposition, est-ce que cette opposition-là ne gagnerait pas à retourner auprès du peuple pour mobiliser ce peuple-là et remplir l'Assemblée? Est-ce que aujourd'hui, je dirais, les réformes, ou plutôt la démocratie ou le bon fonctionnement du processus électoral ne passent pas par l'occupation du terrain électoral par l'opposition politique? Non, l'opposition a toujours occupé le terrain, mais celui qui est en face d'eux ne donne pas l'opportunité à l'opposition d'exercer son pouvoir. Vous savez, les forces étrangères, que ce soit la France, que ce soit la CEDEAO, ils ont cautionné le 3e mandat de Ouattara. Comment donc? On devait obliger Ouattara à ne pas faire un 3e mandat. Si Ouattara n'est pas le garant d'un certain nombre d'intérêts inavoués, inavouables, on l'a dit sur ce plateau une fois, Ouattara, la Constitution dit c'est 2 mandats. Point, ça s'arrête là. Et quand vous êtes... Mais il y a une nouvelle Constitution, il y a une nouvelle République. C'est justement qui tue. Vous savez... Les techniciens du droit n'ont pas réglé la question, Josper Zouanago. Non. Il y a des gens qui estiment qu'une nouvelle République entraîne l'effacement de l'ardoise. Le président Ouattara n'a pas tiré leçon du passé de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a fait 10 ans de guerre. Et c'est après la guerre que lui, Ouattara, il a pris les rênes du pouvoir. Et nous savons dans quelles conditions il a pris le pouvoir. Et il devrait se dire, ce qui est arrivé ne doit plus jamais arriver. Et, écoutez, il a bâillonné pratiquement l'opposition. Il a étêté l'opposition. Il ne donne pas la possibilité à l'opposition d'exercer son droit politique. Quand vous avez, je crois que mon confrère l'a rappelé, vous disposez de toutes les institutions, vous voulez que l'opposition fasse quoi? Vous sortez dans la rue, l'armée va vous mater. C'est comme ça. Et c'est symptomatique de tous les pays africains. Quelqu'un, quand il veut s'imposer au pouvoir et qu'il a à sa solde la police, l'armée, il fait de vous ce que vous voulez. Et quand les premiers ont été mis en prison, ouais, le dernier, si ce n'est pas question de santé, il n'allait jamais à 69 ans, vous le gardez en prison, ça veut dire qu'il peut mourir en prison. Donc ça veut dire quoi? Ouattara, c'est un plan bien orchestré avec l'aide des institutions internationales et sous-régionales qui aujourd'hui, bon, ils veulent les contenter. Vous pensez qu'en 3 mois, on a dit les législatives, c'est pour le premier trimestre de 2021. Vous pensez que les Ivoiriens vont se réconcilier jusqu'à revoir la CEI et organiser des élections transparentes pour le premier trimestre de 2021? Non. Donc vous n'y croyez pas? Je ne crois pas à ça. On ne peut pas, on sommes déjà en décembre. Vous pensez qu'en 3 mois, on peut réconcilier tous les Ivoiriens? On dit renforcer la cohésion nationale et réconcilier tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire. Si le dialogue est franc, c'est possible. Ce n'est pas une question de temps si le dialogue est franc. Si le dialogue entre le pouvoir et l'opposition est un dialogue franc et qu'il n'y a pas de mesquinerie, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de cherchons à dribbler l'autre. La franchise du dialogue passe par la manifestation de la vérité. On ne peut jamais parler de dialogue politique, on ne peut jamais parler de réconciliation s'il n'y a pas manifestation de la vérité. Parce que quand on va parler de... Aujourd'hui, si on veut réconcilier les Ivoiriens,
on doit parler de Gbagbo, on doit parler de Blé Goudé, on doit parler de Soro. Tous ceux-là doivent rentrer et on doit discuter. Ce n'est pas seulement se contenter de Kakabe qui a été nommé ministre de la Réconciliation, ou bien de Henri Konan Bédié, et penser que la Côte d'Ivoire sera réconciliée. Il faut faire venir tous les exilés politiques et qu'on discute. Donc je crois que 3 mois ne suffiraient pas pour faire ce travail-là. Alors, est-ce que ce n'est pas déjà un début, puisque le président Laurent Gbagbo a récupéré 2 passeports, son passeport diplomatique et un passeport ordinaire. Est-ce que ce n'est pas aujourd'hui un préalable? Est-ce que ce n'est pas bien de démarrer ainsi? Est-ce que tout le monde doit être là d'abord avant qu'on engage un dialogue? Non, mais vous savez, il n'y a qu'en Afrique en réalité qu'un citoyen qui n'est pas déchu de sa nationalité obtient son passeport et que cela devient un événement national ou même à la limite qu'on rend international. Il n'y a qu'en Afrique qu'on voit ce genre d'ineptie. Gbagbo avait droit à son passeport en tant qu'Ivoirien, mieux encore, ancien chef d'État. Et il a eu, il faut le saluer. Il ne pouvait en être autrement. Vous voyez, c'est tellement dans la normalité, mais sous les tropiques, c'est tout autre chose. Ça prend tout autre ampleur. Ça devient un trophée de guerre. Oui, de guerre. Alors, et puis ceux qui sont au pouvoir, qui ont donné l'ordre à ce qu'on lui délivre, le font comme s'ils sont des philanthropes et qui ont offert un don à Gbagbo. C'est extraordinaire. Il y a eu des préalables. Et je crains fort que cela ne puisse aboutir, comme l'a dit mon confrère. Parmi ces préalables, il y a le retour des opposants exilés. Tous les opposants doivent rentrer avant qu'on ne parle de réconciliation. Voilà, par exemple, ça, c'est un préalable parmi tant d'autres. On ne peut pas démarrer avec ceux qui sont libérer là en aussi attendant. Ceux qui sont incarcérés à l'interne. Et bon, le pouvoir, je vois mal le pouvoir accéder à ces exigences qui, ma foi, sont des exigences normales. Ça participe de la décrispation de l'atmosphère. Mais le pouvoir va tirer, parce qu'on a à peine 3 mois, comme l'a dit mon confrère, le pouvoir tirera sur les ficelles, le temps que ça lui plaira, et puis il y aura un semblant de dialogue qui va sortir du chapeau, et puis ce sera tout. C'est à la limite, ça ressemble à ce qui s'est passé ici aussi au Bénin. Donc moi je me dis, bon, ben, est-ce que pour autant il ne faudrait pas y aller? Je me dis, il faut y aller, parce que l'opposition aurait peut-être tourné dos à ce dialogue, que demain on l'accuserait d'avoir fomenté tous les coups possibles contre la réconciliation ou l'état de droit ou la démocratie en Côte d'Ivoire. L'opposition ira, mais les résultats ne changeront pas, parce que le pouvoir ne voudra pas voir rentrer un certain Guillaume Soro, par exemple. On a tout fait de le condamner. Et donc, même ceux qui sont incarcérés à l'interne, ce sont aujourd'hui des trophées, c'est des objets de chantage du pouvoir. Par exemple, des députés ou des affinguissants et consorts sont devenus aujourd'hui des éléments de chantage que le pouvoir utilise. Et ce n'est qu'en Afrique qu'on trouve ce genre de choses. Ça, je me dis, est-ce que ça pourrait se produire ailleurs, d'autres, par exemple en France, au Canada? Ça ne se produira pas. Pourtant, c'est des hommes comme nous qui ont 2 pieds, 2 bras et une tête. Alors, Alphonse Moïse-Soudé, est-ce que ces stratégies de créer un Conseil national de transition, c'était pas une erreur politique? Parce que visiblement, l'opposition a créé ce CNT-là, des ténors de cette opposition-là ont refusé d'y siéger. Visiblement, le FPI pro Laurent Gbagbo n'a pas donné caution à ce CNT-là. Aujourd'hui, le président Henri Konan Bédié décide que le CNT, c'est terminé, il faut aller à des assises nationales. L'opposition a accepté la main tendue du régime et engage donc ces pourparlers-là entre le pouvoir et l'opposition. Donc, est-ce que le CNT n'était pas une erreur politique majeure? Puisque visiblement, c'est dans le cadre des actions du CNT que ces leaders politiques-là ont été arrêtés. Non, vous savez, quand ces leaders politiques se sont engagés dans l'action, ce n'était pas pour être arrêtés. Ils avaient un idéal à défendre. Mais c'est le régime qui ne supportait pas ces idéaux-là, qui ont estimé que... Est-ce normal de créer une transition dans un régime démocratique? Mais non. Quand les principes démocratiques n'ont pas été respectés, vous voulez que les gens fassent quoi?
ne pas réagir, c'est que vous donnez votre caution morale à l'élection pour un troisième mandat. Donc les gens ont voulu s'exprimer. Et le seul cadre pour eux de s'exprimer, c'est ce qu'ils ont créé. Mais retenez une chose, hein, le président Ouattara sait très bien que l'opposition n'accepterait pas un certain nombre de choses et qu'il organiserait les législatives dans le premier trimestre de 2021, il aura la majorité. Parce que quand vous suivez bien, 3 mois ne suffisent pas. Parce que l'opposition a ses exigences. Il faudrait donc reporter ces élections-là, selon vous? Mais oui. Qu'est-ce qui presse si on ne peut pas réconcilier tout le monde? Parce que le problème, c'est quoi? Perzo l'a rappelé, il y a des prisonniers nationaux. Il faut libérer. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Et si le régime ne veut pas qu'il y ait ouverture, le régime ne veut pas céder à ces requêtes-là, il faut faire rentrer ceux qui sont à l'extérieur. Le régime va dire, certains ont été condamnés, on ne peut pas annuler les condamnations. Donc c'est bien organisé. On va dire, nous avons pris l'initiative d'organiser le dialogue national, la réconciliation, mais les opposants ont déserté le forum. Par conséquent, cela ne peut pas nous empêcher d'organiser les élections législatives, sinon on parlerait de jute juridique. Donc c'est programmé comme un papier à musique. Ils savent parce qu'en 3 mois, on ne peut pas réconcilier tout un pays. Attention, on ne peut pas réconcilier tout un pays. On peut dire, on va tenter, on sera à un début. Parce que les préalables, il y a des préalables qui sont cités, il faut d'abord les respecter. Avant qu'on ne s'asseye pour discuter, il y a des préalables. Est-ce que vous êtes sûr qu'en 3 mois, on pourrait régler ces préalables? Je ne dis pas la totalité, mais est-ce que la majeure partie des préalables seront respectés? Non. Et le régime n'a pas intérêt à respecter tous ces préalables. Il prendrait ce qui l'arrangerait et va abandonner ce qui pourrait, à la longue, lui créer des problèmes. Un Soro ne va pas rentrer si facilement. Or, quand on parle de l'opposition en Côte d'Ivoire, bon, Bédié est pratiquement fatigué, il faut que Blé Goudé rentre, il faut que Soro rentre, il faut que Gbagbo, voilà ceux qui sont les temps passants de l'opposition. Donc si ceux-là ne peuvent pas participer au dialogue, les Ivoiriens ne seraient pas d'accord. Les Ivoiriens vont exiger que ces fils-là rentrent au pays et participent au dialogue. Et je ne suis pas sûr que Ouattara puisse. Parce que Ouattara, son problème est déjà réglé. Il a déjà son 3e mandat. Maintenant, ce qui reste, c'est d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale. S'il ouvre le dialogue et que vous refusez de participer, lui, il va organiser les élections et il aura encore la majorité. Donc, c'est une comédie qui ne peut pas être jouée. Parce que moi, j'estime qu'en 3 mois, on ne peut rien faire. On va seulement... Parce qu'il faut toujours compter avec les balbutiements du début. Alors, il y a une volonté d'aller à la paix de part et d'autre. C'est ce qu'a déclaré le nouveau ministre de la Réconciliation nationale, Kwadwo Konon-Bertin, à la sortie donc de la rencontre placée sous l'égide du Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui a donc été instruit par le président Alassane Ouattara. Déjà, votre choix, votre lecture du choix de Kwadwo Konon-Bertin pour diriger le ministère de la Réconciliation nationale. On sait que durant sa campagne pour cette élection, l'homme a rappelé qu'il avait pris son bâton de pèlerin, qu'il était allé partout dans le monde pour appeler des personnalités politiques majeures pour venir aider la Côte d'Ivoire à passer les clivages de la guerre. Il a estimé que aujourd'hui, rentrer dans les rues, appeler les populations à résister, à aller, pourquoi pas, se faire tirer dessus, n'était pas la solution. On l'a vu prôner la paix, prendre des coups parfois, se faire traiter de tous les noms, mais il a pris sur lui, il a fait ce qu'il avait à faire. Aujourd'hui, il a été nommé ministre de la Réconciliation nationale. Quelle est votre lecture du choix de ce personnage-là et qu'est-ce que vous pensez qu'on peut attendre de lui? Non, mais l'entrée en scène de Kakabe a déjà faussé un certain nombre de donnes. Et il n'est pas pris au sérieux par une bonne partie de la classe politique. Et ça, c'est constant, ça se voit. L'opinion est divergente par rapport à son profil. Si Ouattara était sincère, ce qui aurait marché, c'est d'aller trouver un bon médiateur et d'organiser ces assises sous les auspices d'une des institutions internationales crédibles, l'ONU ou quelque chose d'autre. Mais lorsqu'on choisit un ministre... L'ONU n'est pas souvent bien regardée en Côte d'Ivoire depuis un certain temps. Bon. La CEDEAO non plus. Je ne trahis aucun secret quand je dis que... cela ne tienne. Mais il faut quand même un œil externe, mais avisé. Plus ou moins impartial.
Voilà. Et surtout, maintenant, un médiateur. C'est-à-dire, c'est pas que l'ONU va se substituer ou cette institution internationale va se substituer, non. Pour rapporter ce qui a été retenu. C'est cela aussi. Parce qu'une chose est d'organiser les assises et l'autre est d'appliquer les résolutions. On l'a vu ici aussi où certains étaient surpris d'avoir pris part à un dialogue dit politique et que nous, on n'avait jamais souligné tel point. C'est apparu par magie. Comme par magie. Et donc, pour éviter cela, il faudrait quand même une institution crédible comme ça à côté et maintenant un médiateur. Enfin, un ombudsman, comme on le dit. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est ni de l'autre côté ni de l'autre côté. Mais Kakabe est en plein aujourd'hui dans le gouvernement. Puisque ministre. Mais tout à fait, je suis d'accord. Ministre de la Réconciliation, je ne conteste pas son poste. Il peut être ministre de la Réconciliation, mais que l'on dirigeant quelqu'un qui fait l'unanimité de part et d'autre. Peut-être la conférence épiscopale, peut-être. Pourquoi pas? Ça avait marché dans les années 90 en Afrique, qu'on le veuille ou non. Vous voyez, bon, on prête beaucoup plus crédit, on donne plus crédit à ces personnalités. Et donc, ça pourrait marcher. Mais les pouvoirs aujourd'hui sous les tropiques ont vite compris, parce que là, on confierait ce genre de tâches à quelqu'un qui soit crédible de part et d'autre, et que le pouvoir se sentirait mal aux entournures. Et l'autre petit détail qui me froisse un peu, c'est le rôle que se donnent aujourd'hui certaines armées en Afrique qui se départissent de leur statut d'institution républicaine. C'est-à-dire l'armée doit être républicaine. Et bien, on constate aujourd'hui que lorsque quelqu'un s'installe au pouvoir, l'une des démarches qu'il mène, c'est de se prendre l'armée de côté, l'avoir sous sa coupe et lui intimer l'ordre d'aller où ça lui plaît. Nos armées ne sont plus sont de moins en moins républicaines. Autrement, lorsque l'on a en face de soi une armée républicaine et que l'on a des visées qui ne sont pas des visées qui réconcilient le peuple, on peut se garder d'aller devant. C'est-à-dire un certain Ouattara ou d'autres encore que je ne vous ai pas cités ici, réfléchirait pas 3 fois avant, par exemple, d'aller contre la volonté du peuple. C'est aussi cela. Quand on va contre la volonté du peuple et que le peuple tente de se soulever, c'est qu'en face, il y a l'armée. Est-ce qu'en ce moment précis, l'armée est en train de jouer son rôle républicain? C'est ça la question. On voit souvent que la première décision des chefs d'État qui viennent en pause, c'est de changer le chef de l'état-major de l'armée. C'est une des premières décisions que les gouvernants ont l'habitude de prendre. Par rapport à la Côte d'Ivoire, Alphonse Moïse-Soudé, qu'est-ce qui explique la dissolution du CNT par Henri Konan Bédié, selon vous? Non, vous savez, Henri Konan Bédié aussi, à un moment donné, n'était plus crédible parce qu'on a estimé qu'il s'est accoquiné avec Ouattara pour gérer le pouvoir. Non, vous savez, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il faut trouver la personne la plus crédible. L'oiseau rat existe-t-il? Oui, on peut trouver, si on cherche, on va trouver. Il y en a en Côte d'Ivoire. Et il faut toujours voir du côté des religieux. Ça peut être un pasteur, ça peut être un prêtre, ça peut être un imam. Parce que Kakabe, c'est... Il n'est pas crédible. Kakabe, c'est celui qui, en griffe, a sauvé la démocratie à la Ouattara. C'est Kakabe qui a sauvé la démocratie à la Ouattara. Et aujourd'hui, il n'est pas aimé des Ivoiriens. Si vous voulez réconcilier des gens qui se battent, il faut trouver la personne la plus neutre possible. Oui, mais les prélats n'auraient pas accepté d'entrer au gouvernement. Non, on n'a pas besoin d'être au gouvernement pour organiser la réconciliation. On n'a pas besoin. Ça peut être une institution à part, un creuset où on va donner les moyens à des personnes. Une institution autonome, donc. Autonome, donc. Une commission, pourquoi pas, déjà, de réconciliation, voilà, comme en Afrique du Sud ou ailleurs. Le fait que Kakabe soit d'abord membre du gouvernement, ça pose un problème. Il reçoit encore toujours ses ordres de Ouattara. Il a les mains liées. Il n'appartient pas à une institution autonome. Il faut créer carrément une institution choisie des personnalités, des têtes fortes. Et dans ce cas-là, il faut aller dans le monde religieux pour trouver. Parce qu'aujourd'hui, les hommes politiques, ils ont reproché à Kakabe d'être allé aux élections avec Ouattara. C'est pratiquement un match amical, 1, quelque chose. Donc,
les Ivoiriens ne le portent pas dans... Il est estimé, il est considéré comme un traître. Quelqu'un qui n'a pas voulu respecter la volonté du peuple. Le peuple ne veut pas de cette élection. Le peuple ne veut pas d'un troisième mandat. Mais vous êtes allé compétir avec Ouattara pour lui donner un troisième mandat. Parce que s'il n'y avait pas un second candidat, on ne parlerait pas de démocratie. On ne pourrait pas voter. Mais Kakabe a sauvé la démocratie au profit de Ouattara. Donc aujourd'hui, il n'est plus à même de réconcilier les Ivoiriens parce que l'opposition lui conteste ce titre-là. Donc il faut trouver des figures nouvelles, il faut chercher. C'est pourquoi je dis, les 3 mois qu'on a fixés, le premier trimestre pour organiser la CEI, ça ne tiendrait pas parce qu'il y a des petits détails sur lesquels les gens vont tirer. Nous, comme on dit au tribunal, ils vont dire celui-là à qui vous avez confié la réconciliation, on ne veut pas de lui. Trouvez-nous quelqu'un d'autre. Aujourd'hui même, vous l'avez rappelé, la CEDEAO ou les autres institutions en Côte d'Ivoire ne sont plus les bienvenues, mais on peut trouver en Côte d'Ivoire des personnes sages qui puissent conduire la réconciliation. Alors, Georges Armand Weah, proche, on va dire, du président, de l'ancien président Laurent Gbagbo, dit « Je pense qu'au cours des discussions, tous les problèmes vont être abordés. Nous voulons discuter, mais dans un environnement apaisé. » C'est quand même un message important que l'opposition soit disposée à aller à ce dialogue-là. C'est quelque chose qu'il faut saluer. Oui, tout à fait. Mais après ce que la Côte d'Ivoire a traversé, en réalité, les Ivoiriens devraient être dans une prédisposition qui prête à ce genre de démarche. C'est-à-dire accepter ou prendre toutes les mains tendues qui concourent à la réconciliation, à la paix en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne va pas passer toute son existence à remettre en cause le peu qu'elle a pu déjà acquérir en termes de paix ou de tranquillité. Ces propos tenus par les opposants témoignent de ce que il y a une prédisposition qui favorise le dialogue. Maintenant, du côté du pouvoir, est-ce que le pouvoir aussi est disposé à ouvrir les jeux, un véritable dialogue? Car l'opposition a été claire en ce qui concerne les préalables. Et moi, lorsque je regarde ces préalables, j'ai bien peur que cela ne puisse se réaliser. L'opposition a demandé à ce qu'on libère les prisonniers, c'est-à-dire qu'on élargisse les prisonniers. Ceux qui sont incarcérés en ce moment-là, on les libère. Et ils ne sont pas peu. L'opposition demande à ce que ceux qui sont dehors, exilés, puissent rentrer au pays pour que le dialogue puisse se faire. Ils n'ont pas dit après le dialogue, ils ont dit pour que le dialogue puisse se faire. Ça, c'est les préalables. Alors, jusque-là, on n'a pas cru entendre du côté du pouvoir, des gouvernants, que bon, mais nous sommes aussi prédisposés à apprécier ces exigences. Non. Tout porte à croire qu'on impose le dialogue. On fait le dialogue, et puis après, c'est ce qui arrangerait le pouvoir qui sera donc imposé à l'ensemble des acteurs. Et ça, nous risquons de nous retrouver dans un perpétuel recommencement. C'est-à-dire, il y aura du dialogue 2021, sûrement, pourquoi pas, dialogue 2022, et que sais-je encore. Pourquoi ne pas prendre le temps, comme l'a dit mon confrère, d'aplanir les angles, trouver l'institution habilitée à conduire un dialogue en bonne et due forme? On l'a vu dans d'autres pays, comme en Afrique du Sud, vous l'aviez évoqué tantôt. Faire en sorte que si ça doit prendre le temps que ça doit prendre, que ça puisse prendre le temps. Mais là encore, je me dis, si la volonté y est, l'engagement y est, on n'a pas besoin de faire véritablement 3 mois. Hein. Nous avons organisé ici une conférence nationale qui a émerveillé le monde entier. Et donc, si les Ivoiriens sont sincères, que le gouvernement est disposé, je crois qu'en 1 mois, ils peuvent réellement aboutir à des résultats tangibles. Maintenant, s'il n'y a pas de part et d'autre, bien entendu, s'il n'y a pas une volonté évidente d'aller de l'avant, c'est là où ça va traîner en longueur et les gens vont utiliser les astuces politiques et faire traîner les choses. Sinon, moi, je pense qu'en 3 mois, on peut véritablement organiser quelque chose d'intéressant en Côte d'Ivoire et permettre à la paix de s'installer définitivement ou durablement dans ce pays. Alors, actuellement, les préalables, donc, c'est que les prisonniers soient libérés et que
ceux qui sont en exil puissent revenir en Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo avait demandé à Souadou de prendre langue avec le régime pour que son retour en Côte d'Ivoire soit effectif pour le mois de décembre. Le mois de décembre est en train d'aller à son terme. Est-ce que vous pensez que le président Laurent Gbagbo pourrait rentrer en Côte d'Ivoire Non, ce mois-ci? Tout dépend de Ouattara. En fin d'année, peut-être dans son discours à la nation ivoirienne, il peut gracier tout le monde. Il peut prendre les dispositions qui s'imposent. Puisqu'il faut rappeler que l'ancien président Laurent Gbagbo a été condamné à une peine de 20 ans de prison en Côte d'Ivoire dans une autre affaire. C'est pourquoi je dis que Ouattara est le seul habilité à gracier tout le monde. La décision lui revient. Si les exilés doivent rentrer, il faut quelqu'un pour annuler la condamnation. Et dans ce cas-là, c'est le président qui accorde la grâce présidentielle à qui il veut, et il connaît cela. Même ceux qui... Son thème de campagne aussi, il a vendu du Gbagbo pendant la campagne. Maintenant, ceux qui sont aussi en prison, le président est libre de dire « je gracie tout le monde ». Et là, ça va aller vite. Donc, vous pensez que ça pourrait être une solution? Mais oui, ce préalable posé par les opposants, qui peut régler ça? La seule personne habilitée à régler ça, c'est le président Ouattara. C'est le président Ouattara qui dit « maintenant, je gracie tout le monde, rentrez tous ». Et il va faciliter l'octroi des passeports et des papiers à tout le monde pour que tout le monde rentre. Parce que vous allez voir, dès qu'on va franchir ce cap-là, tout le reste, ça sera très facile. Parce que pour les opposants, ça te permet à tout cela de participer au dialogue. Maintenant, est-ce que le président Ouattara est prêt à le faire? N'y a-t-il pas un risque, puisque certains opposants continuent de lui contester le troisième mandat, on va faire rentrer tout le monde? Qu'est-ce qui peut se passer? Mais non. Il y a comme qui dirait une dose d'incertitude, chose perçue à Dago. Non, quand les débats arrivent à un niveau donné, la sincérité s'installe, on gomme souvent ces considérations. Moi, je reviens encore un peu pour faire référence à la conférence nationale des forces vives ici. Mathieu Kérékou était encore au pouvoir lorsque la conférence s'est tenue. Et donc, moi je dis, Ouattara peut être encore au pouvoir. Et ceux qui contestent, et Dieu seul sait, tous les participants à la conférence nationale ne portaient pas, jusqu'à l'organisation de la conférence nationale, ne portaient pas le régime Kérékou dans leur cœur. Tout à fait. Et pourtant, ils ont pris part aux assises. Et donc les mesures de sécurité ont été garanties, même des condamnés à mort ont vécu l'embrassade avec tout à vu Bertrand Bornat et Kérékou s'embrasser, par exemple. Et donc, c'est ce régime-là qu'il avait condamné à mort, pourtant. Et donc, c'est dire que si les conditions sont voulues par tous, il n'y a pas de problème, cela pourrait se faire. Les exilés peuvent rentrer, même ceux qui contestent aujourd'hui le pouvoir de Ouattara pourront rentrer. Et puis, bon, qu'advienne que pourra, on verra à peu près. Non, mais il va falloir que si les Ivoiriens veulent aller très vite dans le dialogue, qu'on ne conteste plus le mandat de Ouattara. C'est important. Mais non, si ils prennent ça comme préalable, c'est qu'ils ne vont pas évoluer. Non, mais ça ne figure pas parmi les préalables. Oui, Ouattara n'acceptera jamais renoncer à son troisième mandat. Il l'a déjà eu, il a prêté serment, et puis c'est fini. Le reste, oubliez cet aspect-là, et ils n'ont qu'à mettre... Avançons. C'est-à-dire que faites rentrer les exilés politiques, libérer les prisonniers. Ça, c'est un grand pas. C'est un grand pas qui relève uniquement de la responsabilité de Ouattara. C'est lui seul qui peut dire « je gracie tout le monde ». Et s'il arrive à franchir ce pas-là, je crois que le reste, ça sera très facile. Alors, certains opposants sont poursuivis, écroués, sont en prison, notamment Pascal Affi-N'Guessan, porte-parole de ce CNT-là. Selon vous, pourquoi ces opposants-là ne sont pas déjà libres? Puisque visiblement le régime avait affiché, on va dire, sa bonne volonté, sa bonne foi à ce que le dialogue et la paix reviennent. Ben, si vous observez le modus operandi, c'est pareil. C'est-à-dire, c'est des éléments de chantage de ces régimes-là. On les utilise, on les garde, et lorsque les débats vont s'engager, on verra à quel moment précis il faut les mettre sur la table de négociation. C'est cela. C'est un peu mesquin. C'est stratégique. C'est stratégique, c'est cela. C'est-à-dire, Affi-N'Guessan, on pouvait ne pas incarcérer Affi-N'Guessan s'il y a tant de choses à lui reprocher. Comme cela se fait ailleurs, d'ailleurs. Il est appelé devant la juridiction, le dossier est ouvert, et puis ça suit son cours. Mais chez nous ici, en Afrique, bien entendu, on enferme et après on demande, mais
qu'est-ce qui s'est passé. Et on se rend peut-être compte qu'il n'y a rien à reprocher à celui qu'on a incarcéré peut-être 2, 3, 4, 5 ans après. Et donc, c'est ce qui est en train de se passer. Le pouvoir doit utiliser ces éléments-là, garder Afin Guessan et les autres. Et puis, lorsque ça va évoluer un peu, on va utiliser ça comme monnaie d'échange. On met ça sur la table et on négocie avec. C'est ce qui va se passer. Forcément, parce que c'est comme ça que ça se passe chez nous. Enfin, sous les tropiques, bien entendu. Ailleurs, on a vu, Sarkozy a été condamné, ancien chef d'État. On a ouvert une procédure judiciaire. Comme ça se passe dans les autres pays, vous pourrez être... On peut même lui retirer son passeport à Afin Guessan et dire, bon ben, durant tout ce temps, vous ne partez pas de la Côte d'Ivoire, vous restez à la discussion de la justice. On n'a pas besoin de l'incarcérer. On a vu des vidéos circuler où il a été à la limite humilié. Et difficilement il parlait. On l'obligeait même à réciter un certain nombre de choses. Donc, moi je trouve que ça n'est pas bien. Ça n'est pas bien. Le pouvoir l'utilise, hein, et d'autres encore qui sont incarcérés en ce moment, le pouvoir les utilise comme monnaie d'échange au moins opportun. Un arbitrage entre Ivoiriens ou plutôt un arbitrage de la communauté internationale, visiblement? Les Ivoiriens, ils peuvent trouver en leur sein celui à même de les réconcilier parce que les Ivoiriens se connaissent mieux que quiconque. Et je dis, pour réconcilier les Africains, il faut faire référence au passé. Comment réglons-nous nos problèmes en Afrique? Parce que là aussi, il va falloir que chacun accepte de perdre quelque chose. Il va falloir que chacun accepte de perdre quelque chose, que le président Ouattara et ses affidés acceptent de perdre quelque chose et que les opposants aussi. Parce que si on ne fait pas attention, à force de vouloir trop tirer sur ces préalables, à force de vouloir utiliser certains prisonniers comme objet d'échange, le dialogue risque de piétiner. Et là, visiblement, on sera obligé de reporter les législatives. Parce que il faut d'abord faire le dialogue, il faut s'entendre avant de revoir la recomposition de la CEI. Si on n'arrive pas à s'asseoir, à se parler, à fixer de nouvelles règles, on ne peut pas modifier l'organisation de la CEI. Donc, je dis, il faut aller vite. Il faut que le président Ouattara montre le bon chemin, qu'il joue, parce que les autres ont déjà fixé les préalables. Ils attendent la réponse au retour de Ouattara pour passer au prochain chapitre. Maintenant, si le président Ouattara n'arrive pas à céder à ces premières requêtes-là, on ne pourrait pas parler de réconciliation. Et là, je demande aux organisations internationales, régionales et sous-régionales de jouer leur partition, de demander à Ouattara de respecter ses engagements. Si tant qu'il veut que le peuple ivoirien soit uni et parler développement, il faut qu'il joue sa partition. Parce que les gens ont contesté son troisième mandat. Le troisième mandat est passé, il a eu. Je crois qu'il faut passer à l'étape suivante, c'est-à-dire que renforcer la cohésion nationale et réconcilier tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire. Donc, il doit se mettre dans la danse. Si celui qui est là, Kakabe, il n'est pas crédible, qu'on crée une institution autonome, qu'on fasse venir. Il y a des Ivoiriens qui sont dans les organisations internationales, qui ont la poigne, qui sont apolitiques pour régler cette situation-là. Mais il va falloir que quand on va même installer une institution autonome pour gérer la réconciliation, il va falloir que chacun accepte de perdre une partie de ses intérêts. Si chacun reste cramponné à ses intérêts, c'est que la réconciliation ne sera pas une réalité. Et de l'autre côté, tout à l'heure vous aviez parlé de l'armée. Il faut qu'on rappelle à l'armée, la police, la gendarmerie, que ce sont des institutions républicaines. Donc, vous retournez dans vos casernes, vous êtes là pour assurer la sécurité de vos compatriotes, pas servir un homme au détriment du peuple, pas pour tirer. Donc, il faut d'abord faire ce recadrage-là pour que les gens ne soient pas en plein dialogue et que la police, la gendarmerie débarquent pour dire qu'il y a grabuge, nous voulons mettre de l'ordre. Donc, il faut déjà recadrer chacun pour qu'on sache que... Parce qu'ils ont parlé dans un climat apaisé. Ça veut dire quoi? Nous voulons nous sentir en sécurité. En sécurité, pardon. On ne va pas rentrer au pays et tout juste après le dialogue, on va mettre la main sur nous et nous retourner en prison. Donc, c'est des assurances que l'opposition exige. Et je suis d'accord avec, parce qu'on ne peut pas, quand vous avez vécu le passé, quand vous avez vu la façon dont les responsables au sommet de l'État opèrent, vous devez avoir un certain nombre de garanties avant d'aller à ce dialogue-là. Qu'attendez-vous du président Alassane Ouattara?
concrètement par rapport à ce dialogue-là? Bon, mais qu'il lâche du lest, parce que, qu'on le reconnaisse ici, il a un troisième mandat. On ne peut malheureusement, enfin, on ne peut plus le lui arracher, ça c'est une évidence. Maintenant, qu'il permette donc aux autres Ivoiriens, n'est-ce pas, de venir bâtir le pays avec lui, dans la paix. Et d'ailleurs, même, le fait même que la paix s'installe en Côte d'Ivoire est gage de développement, est gage de prospérité, tout ce qu'on veut. La paix est au centre de tout ça. Donc, moi, je voudrais souhaiter que le président Ouattara ouvre les jeux, sincèrement, permette à ceux qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire de rentrer. Et en campagne, il disait, presque vers la fin de sa campagne, il dit, dès que je serai élu, je ferai tout pour faire rentrer Gbagbo. C'était à la limite ironique, parce qu'il ne lui revenait pas à lui spécialement ou spécifiquement de faire venir Gbagbo en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'il peut faciliter l'arrivée de Gbagbo au bercail, c'est une évidence. Et donc, puisqu'il se sait capable d'un tel pouvoir, qu'il exerce ce pouvoir, qu'il l'étende aux autres Ivoiriens qui sont à l'extérieur, qui voudraient bien rentrer au pays pour dialoguer. Et donc, moi, je pense qu'il aurait fait un grand pas sur le chemin de la paix et de la réconciliation. Au sein de l'opposition, il y a le PDCI, il y a le FPI, on va le dire, Enrico Bédier, il y a l'EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, proche de Laurent Gbagbo. Tout cela était donc réuni avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko pour parler dialogue, pour parler donc des conditions préalables. Le personnage du Premier ministre ivoirien, Ahmed Bakayoko, quelle est votre lecture? On sait qu'il a pris la succession de l'ex-Premier ministre passé de Via Trépa. Il aurait pu, pourquoi pas, selon certains, partir comme candidat du RHDP. Cela n'a pas été le cas. Aujourd'hui, il est Premier ministre de Côte d'Ivoire. Quelle est votre lecture du profil? Vous savez, les Ivoiriens ne vont pas contester l'autorité de Bakayoko. Ils savent, ils connaissent le degré de nuisance de monsieur. Ils savent de quoi il est capable. Parce que quand vous parlez des 10 ans de guerre de la Côte d'Ivoire, c'est un nom qu'on ne saurait oublier. Donc les Ivoiriens, ils se connaissent, ils savent ce que chacun peut faire. Et jusqu'à maintenant, ils n'ont encore rien reproché à Bakayoko. Ils savent que Bakayoko peut faire le travail. Mais ce qui va se passer, il faudrait aussi que l'opposition parle le même langage. Parce qu'il ne faut pas qu'un problème de leadership se pose. Quand ça va se poser, c'est que vous donnez encore un bâton au régime en place de vous abattre. Il faudrait que le PDCI, le FPI, qu'on ne dise pas « moi je suis supérieur ». Non, l'opposition s'unit, parle le même langage, facilite la tâche à Bakayoko et que les recommandations soient claires. Parce que si au sein de l'opposition, on n'arrive pas, le pouvoir n'a même pas intérêt que l'opposition parle le même langage. En Afrique, c'est comme ça. Le pouvoir trouve toujours les moyens de diviser l'opposition. Et je demanderais aux opposants ivoiriens de ne pas tomber dans ce piège. Ils n'ont qu'à parler le même langage. Ils n'ont qu'à s'entendre. Parce que s'ils vont à ce dialogue-là de façon dispersée, c'est qu'ils donnent la force au régime en place de les assommer davantage. Donc, je voudrais qu'on ne soit pas trop tatillon. Parce que quand vous êtes trop tatillon, parfois vous perdez. Vous vous entendez, vous désignez votre porte-parole, vous faites votre mémorandum, vous vous entendez sur ce que vous devez exiger et que, arrivé là-bas, vous parlez le même langage. Mais si vous vous tirez entre les pattes, Ouattara et son équipe vont croiser les bras, vont vous regarder, vont vous dire, voilà, ceux qui veulent nous affronter, ils ne sont même pas capables de s'entendre pour parler le même langage. Donc il faut déjà que Enrico Bédier, le doyen, qu'il se rapproche des autres et qu'il parle le même langage, parce que c'est très important. Vous savez, les chefs d'État africains, ils ne donnent rien gratuitement. Parce qu'ils se disent que, bon, je vais leur donner ce qu'ils veulent, mais je vais infiltrer cette opposition-là, et pour que chaque fois qu'ils devaient se retrouver pour discuter, qu'ils ne s'entendent jamais. Donc je demanderai aux Ivoiriens de voir tout ce qui s'était passé. Même en période d'électorat, il y a eu violence. On a détruit les infrastructures construite avec l'argent des contribuables ivoiriens. Donc, il faut que tout le monde se réconcilie pour que la Côte d'Ivoire
puisse reprendre sa place au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Alors, est-ce que le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire ne va pas forcément rebattre les cartes au vu du leadership politique? Est-ce que Henri Konan Bédié peut-il s'accommoder de l'aura et de la présence de Laurent Gbagbo revenu en Côte d'Ivoire? Bien sûr que oui, et il a intérêt d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, Henri Konan Bédié a été affaibli par l'échec cuisant de leur concept, je ne peux pas dire son concept. Notamment le CNT. Tout à fait. Alors, partant de là, la présence de Laurent Gbagbo devrait, en principe, n'est-ce pas, en rajouter, enfin, du moins, requinquer cette opposition. Laurent Gbagbo, jusqu'à preuve du contraire, est de l'opposition. Et donc, Bédié devrait plutôt souhaiter que Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire et que eux tous ensemble puissent peaufiner les stratégies en vue, n'est-ce pas, de contraindre Ouattara à mieux regarder les perspectives. Maintenant, si, et ça je ne souhaiterais pas que ce soit le cas, maintenant, si Bédié se sent gêné par la présence d'un certain Gbagbo, là ce sera qu'il fera fausse route, et d'où donc un échec en plus sur la route de la réconciliation, parce que Gbagbo a de l'aura, Gbagbo a une envergure qui a pris encore plus d'ampleur, parce que le statut de héros qu'il a acquis durant tout son séjour hors de la Côte d'Ivoire, parce que là il est perçu par une bonne frange des Ivoiriens comme un héros, il va rentrer sûrement un héros, et là Ouattara n'aurait pas souhaité que Gbagbo rentre, mais politiquement, pour jouer au correct, il lui a délivré ses passeports, il a souhaité à ce qu'il rentre, enfin, même si c'est du bout des lèvres. Bédié a intérêt, Bédié et les autres ont intérêt à ce que Gbagbo, une fois rentré, puisse les rejoindre et qu'ils peaufinent ensemble leur stratégie. Mais le contraire va desservir Bédié et consorts. Mais Gbagbo sera tout gagnant, tout bénéf dans cette affaire, parce que il est attendu sur le terrain, aussi bien par des pro-Bédié et tout le reste. Gbagbo, quand il va rentrer, ça va être du tintamarre. Et la fête, ce serait une grosse fête. Et que ce soit des pro, même des pro-Ouattara, il y en a qui ont commencé par avoir de la sympathie pour l'homme. Qui a de la sympathie au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, que ce soit au Togo, au Bénin, un peu partout. Donc, moi, je pense que c'est une grosse prise en griffe pour Bédié d'avoir un certain Gbagbo à ses côtés. Donc, la bataille de leadership est écartée? Non, vous savez, Bédié doit savoir aujourd'hui que Gbagbo constitue un maillon important dans le processus de réconciliation. Vous ne pouvez pas parler de réconciliation en Côte d'Ivoire et ne pas citer le nom de Gbagbo. Et quand Gbagbo, parce que là, est-ce que Bédié a encore l'aura de Gbagbo? C'est pas vrai. Aujourd'hui, Gbagbo est dans le cœur des Ivoiriens. Et Gbagbo peut être peut-être le meneur de l'opposition. Gbagbo peut même représenter le porte-parole de l'opposition à ce dialogue-là. Parce qu'à un moment donné, Bédié avait perdu sa crédibilité. Dès qu'il s'est accoquiné avec Ouattara, les Ivoiriens ont trouvé que ce vieux-là, qu'est-ce qu'il veut encore? Certains disent même qu'il est déjà fatigué. Quand il s'était prononcé pour dire qu'il sera candidat, vous avez vu le tollé, les gens ne veulent plus de lui. Donc il faut qu'aujourd'hui, que l'opposition reconnaisse à son sein celui qui a la carrure, celui qui peut mener la troupe. Parce que si vous n'avez pas un meneur, et que tout le monde se dit meneur, il faut donner la force à celui qui est en face de vous. Parce qu'à un moment donné, il y aura des huis clos. Des huis clos, tout le monde va participer aux huis clos, donc il faut trouver quelqu'un qui maîtrise un peu la situation. Gbagbo était au pouvoir quand la guerre a éclaté. Gbagbo a traversé beaucoup de choses. On a envoyé Gbagbo à la CPI. Cela a augmenté l'aura de Gbagbo. Parce que finalement, on a trouvé que Gbagbo n'était pas si coupable. Parce que les Ivoiriens ont dit, quand vous parlez de guerre, ce n'est pas seulement les gens de Gbagbo qui ont tué. Du côté de Ouattara, les gens ont aussi tué. Donc, il faut que Bédié comprenne qu'à un moment donné de l'histoire de la Côte d'Ivoire, on s'est passé de lui et que la crise a tourné autour de Gbagbo et de Ouattara. Donc, on ne peut pas faire cette réconciliation-là sans accorder une place de choix
à Gbagbo. Et donc, ça va arriver. Parce que c'est l'autre difficulté de l'opposition en Afrique. Quand il s'agit de se réconcilier, tout le monde veut être leader. Non, tout le monde n'est pas né pour être leader. Mais il y a des gens qui peuvent parler au nom de tous. Donc, il va falloir que Bédié, dès que Gbagbo va rentrer, qu'il lui cède la place. Il peut rester en arrière-plan et lui donner ses conseils, mais qu'il ne cherche pas à être devant. Parce que là aussi, ça va poser problème. Au niveau du FPI même, on sait qu'il y a deux ailes, l'aile Afin-N'Guessan, qui visiblement, on va dire, à la faveur de cette élection-là, s'est un peu plus rapprochée de l'aile Laurent Gbagbo, on peut le dire comme ça. On a vu ces personnalités-là ensemble à des assises se tolérer, ce n'était pas forcément le cas. Est-ce que, selon vous, le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire peut-il pacifier le FPI dans son ensemble? Cela va sentir. C'est vrai que ceux qui ont déjà pris goût au pouvoir voudront garder leur précaré. Cependant, le retour de Gbagbo en Côte d'Ivoire, forcément, va permettre à son ancien parti de recoller les morceaux. Cela va s'imposer à eux. Et Gbagbo, je pense bien, pourrait être porteur de messages dans ce sens-là. Il ne voudra pas, je le vois mal, aller se créer une autre formation politique. Ça m'étonnerait fort. Il va vouloir réconcilier les amis du FPI et peut-être, pourquoi pas, on va constater qu'il y a d'autres alliances qui vont s'y ajouter. Gbagbo va, me semble-t-il, si il s'engage, à moins qu'il rentre en Côte d'Ivoire et qu'il décide de ne plus parler politique. Mais s'il veut vraiment parler politique, là, il va susciter un engouement extraordinaire. Et ce qui, d'ailleurs, explique le fait que les autorités, pendant longtemps, ont voulu ajourner chaque fois son retour au pays. C'est qu'il faut saluer. Gbagbo est un meneur d'hommes. Je vous sens un vrai admirateur de l'homme. Bon, un peu, oui, parce qu'il faut quand même reconnaître... Non, vous savez pourquoi moi, j'admire Gbagbo. Il a eu le courage d'affronter un fouet. C'était pas donné à n'importe qui en ce moment-là. Il a eu le courage d'affronter une fouette. Plusieurs fois. Et c'est le retour de Gbagbo va réunifier le FPI. Parce que c'est un leader. Il a su gérer son FPI. En dépit de tout, en dépit de toutes les difficultés qu'il avait avec Houphouët, le parti là est resté. Donc aujourd'hui, quand il va rentrer, tous ceux qui sont allés goûter à la sauce gouvernementale, ils vont revenir. Parce que Gbagbo, c'est une philosophie. Gbagbo, c'est le courage politique. Donc chacun va vouloir. Maintenant que le papa est rentré en griffe, tous les enfants, et d'abord, son discours, c'est de réconcilier, c'est de reconstruire le FPI. Parce qu'il ne peut pas, même après la réconciliation, chaque parti va retrouver son autonomie. Et Gbagbo a besoin de tous les éléments du FPI pour affronter les législatives qui vont s'annoncer après la réconciliation. Donc le FPI ne peut pas aller pour les élections en rang dispersé. Le PDC ici fera de même. Chaque grand parti va se réconcilier. Parce que là, il s'agit d'avoir des députés désormais à l'Assemblée nationale pour pouvoir contraindre ou bien contrer les plans d'hégémonie de Ouattara. Donc, ils ont intérêt à ce que, autour de Gbagbo, toutes les forces vives du FPI se retrouvent, autour de Henri Konan Bédié, que les autres se retrouvent pour qu'on dise désormais l'opposition en Côte d'Ivoire est organisée. Et là, ça va désormais donner une leçon aux Africains pour savoir que nous pouvons faire partie, nous pouvons avoir une opposition unie mais diversifiée, pas une opposition divisée, parce que c'est ça qui tue l'Afrique. Et quand le régime en place voit que cette opposition est divisée, il en profite pour vous asséner le coup de grâce. Alors, la situation de Maurice Kakou-Guikaoui, numéro 2 du PDCI, est évacué en France pour raison cardiaque, visiblement. Votre lecture? Non, bon, il faut d'abord se réjouir qu'il ait pu être évacué. Parce que souvent, la politique, il y a un peu de cynisme en politique, hein, chez nous, sur les tropiques, où on pouvait le laisser traîner, et puis qu'advienne que pourra. Mais
on a su lui venir en aide et il a été évacué. Si le gouvernement n'avait pas accepté donc l'accompagner, je pense qu'il ne serait pas évacué. Donc moi, le sentiment que cela me procure, c'est que c'est déjà heureux que la santé est primée, son état de santé est primé sur les autres considérations et qu'il se soit, il s'est vu donc évacué. Maintenant, c'est aussi une leçon. Parce que moi, je me dis souvent, lorsque mon confrère l'a dit tantôt, le politique ne fait jamais rien à crédit. Qu'est-ce qui a pu être dit entre-temps avant que cela n'aboutisse à ce résultat? Et donc, nul ne le sait. Et donc, si derrière, on a dû pactiser autrement pour que l'on obtienne ce résultat, bon, l'essentiel, c'est que l'intéressé soit donc pris en compte pour recouvrer sa santé. On ne peut que lui souhaiter cela. Mais qu'est-ce qui s'est passé en arrière-plan? Bon, on ne saurait le dire. Non, ce ne serait pas l'avantage du régime que ce monsieur-là meurt en prison. Ce ne serait pas l'avantage du régime. Donc le régime a intérêt à ce que cela n'arrive pas. Ils ont pris leur responsabilité. Parce que s'ils ne prenaient pas leur responsabilité et que le numéro 2, le PDCI, décédé en prison, c'est dangereux pour Ouattara, ça va compliquer davantage la réconciliation. Parce qu'on va estimer que, qu'on appelle ça, non-assistance à personne en danger. Parce que quand vous êtes en prison et que vous ne vous sentez pas bien, l'État a l'obligation. Mais malheureusement, hein, et là j'ai été su, parce qu'ailleurs, dans d'autres pays, on ne lèverait pas le petit doigt. On va dire, bon, est-ce que ce n'est pas une façon pour lui... La formalité vont traîner. Oui, on va dire que ce n'est pas une formalité, ce n'est pas une raison pour lui de se soustraire de la prison pour aller s'offrir un asile doré. Donc, il y a que le président Ouattara a pris des engagements. Il a intérêt que le peuple ivoirien se retrouve, parce qu'aucun peuple ne peut se diviser, ne peut se développer si ce peuple est contre lui-même. Donc aujourd'hui, Ouattara, que ce soit Gbagbo, que ce soit Blé-Goudé, que ce soit Soro, que ce soit Henri Konan Bédié, que ce soit les autres, chacun a sa pierre à apporter à l'édification de la Côte d'Ivoire. Et à l'extérieur, l'image de la Côte d'Ivoire est déjà écornée, donc il faut redorer le blason de cette Côte d'Ivoire-là qui, en Afrique de l'Ouest, joue quand même un rôle important. Donc aujourd'hui, nul ne sera de trop, et Ouattara a intérêt parce qu'il a pris l'engagement et doit réconcilier son pays. Si tant est qu'il aime la Côte d'Ivoire et qu'il est appelé un jour à quitter la Côte d'Ivoire, il faut qu'il laisse une Côte d'Ivoire en paix. Rapidement, mot de fin. C'est que ce dialogue soit un vrai dialogue ouvert à tous les acteurs, sans exclusive, et surtout qu'il débouche sur des pas concrets vers la réconciliation effective de la Côte d'Ivoire. Voilà, vous êtes Josper Zouadango, journaliste, consultant média. Face à vous aujourd'hui, Alphonse Moïse Soudé, journaliste, analyste politique. Messieurs, merci de nous avoir suivis. À bientôt pour notre numéro de Angle de Vue.
want to get you, they'll get you.